Parfois, il arrive que dans notre inconscient subsistent des images floues qui nous ont marqués mais pour lesquelles il est impossible de se souvenir clairement. On les retrouve parfois dans nos cauchemars, mais jamais de manière intacte, toujours altérées par le temps. Alors, pour conjurer le sort, on part en quête de ces images troubles. Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico de la chaîne Bushi Studio. Vous l'avez compris, c'est mon petit Lost Media personnel. Nous allons parler d'un film que j'ai vu une fois lorsque j'étais enfant, un soir d'Halloween. C'est un film qui m'a marqué, qui m'a fait faire des cauchemars. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que ce film faisait partie d'une saga. Donc j'ai regardé tous les épisodes et je pense qu'il est temps de les juger. La saga Les Sorcières d'Halloween, plus connue en VO sous le nom de Halloween Town, est une quadrilogie de téléfilms produits par Disney Channel. Et ce qui est rigolo, c'est celui qui m'a marqué, et en fait pour moi le meilleur de tous. Et pas uniquement parce que j'en ai gardé un souvenir. Quoique ça va jouer sur la note, je pense. C'est vraiment des téléfilms Disney Channel d'Halloween. Ne vous attendez pas à une mise en scène de fou. En fait, il faut voir ces films comme Mary Poppins dans le monde d'Halloween. Je pense que ça peut être sympa à regarder avec des enfants, par exemple. Des neveux, des cousins, vos enfants, vos petits-enfants. Si vous cherchez un film un petit peu de la trempe de Coraline ou de l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est mort. C'est bien mort. Comme moi, MDR. Mais bon, je trouve que les films ont quand même un petit peu d'intérêt, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. On commence avec le premier film, Les Sorcières d'Halloween. Dans la famille Piper, on ne fête pas Halloween. La mère l'interdit formellement à ses enfants, Marnie, Dylan et Sophie. Jusqu'au jour où Annie Cromwell, la grand-mère de la famille, vient changer tout ça. Aggie est une authentique sorcière, sortie tout droit d'Halloweenville. Cette année, elle est déterminée à faire découvrir à ses petits-enfants la vérité sur leur origine. La famille Cromwell est une famille de sorcières. De retour à Halloweenville, les choses vont finir par se gâter, et on finira par en apprendre plus sur la famille Cromwell. Alors honnêtement, je garde un bon souvenir du film. Bien évidemment qu'on ne juge pas un film de cinéma comme on juge un petit téléfilm. L'ambiance générale est bon enfant. Le grand méchant du film, lui, est turbo classe pour le coup. Je trouve qu'il a vraiment du style, et pour le coup, je pense que c'est un élément qui peut faire peur aux plus jeunes. Malheureusement, le film est parsemé de choix de mise en scène un peu bizarres, notamment celui qui m'a fait un peu rigoler quand même. Le grand méchant du film, justement on en parlait, lance un sort terrible à la mère et à la grand-mère des enfants, ce qui fait qu'elles se changent en pierre. Les enfants sont traumatisés, et juste après, il y a des blagues grossophobes et des gags un peu puérils. Genre ils s'en remettent vachement vite. Mais bon, globalement ça va, c'est pour pas que les enfants pleurent trop longtemps. Enfin, les enfants qui regardent le film, je sais pas si c'est bien clair. Mais par contre, l'un des vrais gros défauts, c'est bien sûr les monstres. Halloweenville est rempli à ras-bord de monstres. Et disons que les costumes sont à géométrie variable. Genre, la plupart ne bougent pas la bouche, ce qui est un peu gênant. Alors certains costumes s'en sortent bien, notamment le chauffeur de taxi qui est un peu rigolo, mais alors il y en a, ils sont juste catastrophiques. Ce qui est assez perturbant, mais pas dans le bon sens du terme. La ville d'Halloween est une fois de plus proie à un terrible maléfice rendant tout gris et déprimant. Cette fois-ci, le monde des humains est aussi en danger. Le film s'en sort beaucoup mieux que son prédécesseur. Pour une raison toute bête, il y a beaucoup plus d'enjeux. Je vous jure que par rapport au premier, le film a des moments vraiment stressants. Mais par contre, niveau visuel et mise en scène, on est plus ou moins dans le même acabit que dans le premier. Faudra pas s'attendre à un tour de force de ce côté-là. Et il est temps pour moi de vous raconter un petit peu ma vie, de vous spoiler le film, car oui, c'est lui qui m'a traumatisé quand j'étais jeune. Bon alors, traumatisé est un bien grand mot, quoique peut-être que je minimise le truc, j'en sais rien. Ce film j'ai vu un soir d'Halloween, et le soir même, il m'avait donné des cauchemars, mais il faut bien comprendre que j'étais un enfant à l'époque, et que quand je dis que le film est vraiment stressant, je comprends parfaitement qu'un enfant de 6 ans puisse être un peu perturbé par ce film. Il y a 2 scènes qui m'ont marqué. La première est un petit peu rigolote dans le fond, et la deuxième est vraiment spéciale. Je commence par la première. Nos héros se retrouvent dans la maison d'un troll, dans lequel se trouvent tous les objets perdus. Chez vous, si vous perdez un objet, un stylo, un feutre, n'importe quoi, il se retrouve téléporté dans la maison de ce troll. Et je me rappelle que même à l'époque, j'avais trouvé ça marrant, parce que je suis quelqu'un d'assez maladroit, je perds facilement mes affaires, donc je sais que la moitié des affaires qui sont chez lui sont censées être à moi. Au bout d'un moment, Marnie perd un objet qui est super important pour le scénario, c'est un petit bout de papier où elle a marqué le nom d'un sort. Et elle se dit, c'est pas grave si j'ai perdu le bout de papier, on est à l'endroit qui est littéralement
la maison des objets perdus, je vais pouvoir retrouver le papier facilement, il peut pas être autre part qu'ici. Sauf que le troll lui dit « Non, 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 ça marche pas comme ça. » Presque toutes les choses qui se perdent à l'extérieur arrivent ici. Mais les choses que l'on perd ici, c'est pouf. 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 Adieu. Pour toujours. Pouf. Et en fait, ce truc, il m'avait marqué, parce que dans le même moment, tout le monde devient dépressif à cause du sortilège. Il y a vraiment cette ambiance de « Oh non, on a perdu !» Oh non. Oh. Le sort, c'était notre dernier recours pour pouvoir gagner. Et donc ça fait vraiment partie des peurs d'enfant, tu vois, de la peur de décevoir, etc., etc. Mais ça encore, c'est bénin, c'est encore rigolo. Et ça s'enchaîne sur une scène qui est vraiment rigolote pour le coup, mais involontairement, où Marnie remonte le temps avec son balai, et regardez la tronche des effets spéciaux, j'étais obligé de rire, c'est l'une de mes scènes préférées du film, j'ai trop rigolé en regardant cette scène. Mais là je vais vous parler du vrai trauma, le méchant du film gagne. C'est pour ça que je reviens sur le côté stressant et tout, le méchant du film arrive au bout de son plan. Et son plan, c'est de transformer les humains en monstres. Et pour ce faire, il utilise leur costume d'Halloween. Et donc, on se retrouve dans une scène où les gens n'arrivent plus à retirer leur masque, ils se transforment en monstres, avec des effets spéciaux entre le génial et le grotesque. Certains monstres sont très réussis, d'autres sont absolument horribles. Et les gens sont bloqués dans leur costume, et c'est vraiment le détail qui m'a le plus marqué, c'est les cris de douleur tout le long de la scène. Tout le monde est perdu, choqué, ils savent pas quoi faire, et ça a l'air terrorisant de vivre cette scène, quoi. Non, non, laisse-moi. Et moi, faut bien se dire qu'à cet âge-là, ça m'avait traumatisé, et que ça me rappelait un épisode de Chair de Poule qui m'avait aussi traumatisé dans le même genre, où il y a une petite fille qui n'arrive plus à retirer son masque d'Halloween. Et donc il y a tout ce rapport à l'asphyxie, à la déformation du corps et tout, qui m'a marqué pendant très très longtemps. Enfin bref, pour résumer ce film, je vais pas dire « Oh là là, le film est trop bien parce qu'il m'a traumatisé quand j'étais jeune », parce que là, ça fait un peu trop appel à l'affect, mais je pense sincèrement que le film a un truc en plus par rapport aux autres. Des vrais enjeux, il y a des passages vraiment stressants, et je pense que c'est le film le plus Halloweenesque du lot. Mais du coup, comme je suis un complétiste et que je voulais pas m'arrêter à là, j'ai regardé les autres films. Et j'aurais peut-être pas dû. La famille Cromwell entreprend d'accueillir des monstres d'Halloweenville dans le monde des humains durant une année entière. Le but est d'améliorer les relations entre les deux mondes suite aux événements du deuxième film. Alors déjà, je vais commencer par une jolie petite qualité, c'est que les trois films se suivent bien, dans le sens où les enjeux des nouveaux films ont un lien avec les films précédents. C'est pas juste une autre aventure avec des héros qu'on connaît déjà, il y a toujours un petit lien, un petit quelque chose. Et là, le thème le plus important des 4 films, c'est les relations entre les monstres et les humains. Pas étonnant qu'ils aient peur de nous. Moi, ils me fichent la trouille. Moi, je trouve ça insultant. Pour eux, on n'est qu'une farce. C'est vrai, quoi. Vous en connaissez beaucoup, des sorcières zombies toutes vertes. Mais bon, le film est chiant. Il faut savoir que j'ai horreur de dire qu'un film est chiant pour diverses raisons. Notamment parce que ça peut dépendre des gens, des sujets. Parfois, c'est une question d'ambiance. Il y a certains films qui te demandent d'être dans une certaine mentalité, dans une certaine ouverture d'esprit pour pouvoir les apprécier à leur juste valeur. Là, pour le coup, c'est un peu chiant quand même. Juste un peu chiant. Et j'ai beau retourner le truc dans tous les sens, je trouve que c'est un peu chiant. Il se passe pas grand-chose. Il y a des bouts de scénario qui n'ont aucun sens. Je pense notamment à Dylan qui se trouve une copine et en fait, à la fin, il s'en fout. J'avais jamais rencontré de fille comme toi auparavant. On a tellement de choses en commun et j'aime bien être avec toi. Moi aussi, j'aime bien. Oh non, excuse-moi, je trouve ça trop dégoûtant. Ah, je suis soulagé. Ami ? Ami. Il y a largement moins d'enjeux que dans le film précédent. Donc on se retrouve dans un film typiquement Disney Channel en mode bon, sympa mais sans plus. L'un des seuls intérêts du film, c'est la présence d'un acteur bien particulier. Il s'agit de Finn Wittrock, que vous connaissez probablement pour être l'un des acteurs principaux de la série American Horror Story, qui est une série que je vous conseille un peu plus pour Halloween. Et le voir dans Les Sorcières d'Halloween tout jeuneau, bah moi ça m'a fait un peu rigoler. J'étais content de le voir, mais j'avoue que c'est assez maigre pour vous inviter à regarder ce film. Marnie part à Halloweenville pour étudier. Elle va être victime d'attaques de gens qui haïssent les monstres.
Alors, si le film précédent était un peu chiant, celui-là est très chiant. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, il y a encore moins d'enjeux. C'est les mêmes défauts dans les 4 films, c'est-à-dire les costumes un peu pourraves, la mise en scène avec des idées bizarres et tout. Et surtout, la plupart des acteurs ont quitté le navire, notamment Marnie, le personnage principal, pour lequel on a changé d'actrice. On a beau critiquer le cinéma d'aujourd'hui à donner des contrats de fou à des acteurs pour pas qu'ils lâchent le rôle, et les ramener encore et encore ad nauseam à rejouer encore le même rôle, et quand ils quittent le rôle, on trouve le moyen de les faire revenir dans un autre rôle, reste que je préfère 1000 fois vivre à cette époque qu'au début des années 2000 où on faisait des recasts tout le temps. Ça, c'était vraiment chiant. On changeait tout le temps les acteurs. Ce qui fait que j'ai pas l'impression que ce film soit un film Les Sorcières d'Halloween. Alors qu'il y a tout, hein. Continuité de l'histoire, la plupart des acteurs qu'on apprécie reviennent. Mais voilà, il y a pas Marnie, quoi. Et surtout, il y a un détail qui me fait beaucoup rire, c'est que ils ont forcé la grand-mère à revenir plusieurs fois dans le film en mode Skype. Ne t'inquiète pas, on est toujours vivant. Et puis Sophie, tu la vois pas, mais je te jure qu'elle est avec moi, qu'elle fait des trucs. Et où est Sophie? Oh, elle fait le tour de la galaxie avec un petit groupe de magiciens de ma connaissance. Leur manière de forcer est ridicule au bout d'un moment. Fallait pas le faire, ce film-là. L'histoire était pas si importante et intéressante que ça. Et j'avoue que le concept d'école d'Halloween, j'avoue que ça m'a un peu saoulé, quoi. Les films Les Sorcières d'Halloween ne sont clairement pas des chefs-d'œuvre, mais sont plutôt sympathiques. Cette vidéo, je l'ai faite pour le mois enfant qui a réussi à exorciser ses démons, je peux parler ainsi. Et je l'ai faite aussi pour les quelques personnes qui apprécient cette saga et qui voulaient peut-être se faire une petite piqûre de rappel. Cette saga de film, elle est pas très connue en France, mais elle a eu un vrai petit succès aux États-Unis. Et en vrai, même si j'ai un petit peu craché dessus, je peux comprendre pourquoi. Je trouve qu'il y a une sorte d'authentification possible qui est très particulière. Par exemple, Marnie n'a pas de père. C'est un sujet qui est très peu abordé. Les raisons sont plutôt floues, on sait qu'il a existé, et on sent surtout qu'il y a un manque. La mère des enfants les élève seuls, ils ont l'air tous épanouis. Donc c'est un message qui est plutôt joli. La majorité du casting est féminin. Marnie, Sophie, sa mère, sa grand-mère. Il n'y a que Dylan et Luke qui sont des garçons, mais ils font pitié. Et il y a aussi tout un discours sur l'acceptation des différences. Voilà, les monstres sont tous très variés, on peut tous vivre ensemble. Au-delà de ça, comme tous les films d'Halloween, il y a une sorte d'amour du grotesque, de la démesure. Il y a des monstres assez variés. Bon, certains costumes reviennent bien sûr, on économise de l'argent quoi. Mais il y a toujours un élément ou quelque chose en plus qui va apporter de la variété. Et même si c'est moche et mal fait, il y a une vraie volonté de revendiquer ce truc-là. Et ça me fait presque penser à des films bien meilleurs, comme par exemple Shrek. Et du coup, ça fait que ces films sont peut-être involontairement un peu woke, dans le sens où on assume qui on est. Alors pour rigoler, si on devait faire une échelle du wokisme d'Halloween, je pense qu'en niveau 1, on aurait Les Sorcières d'Halloween. En niveau 2, on aurait Hocus Pocus, où il y a tout ce délire un peu camp queer, avec des chansons, on revendique un côté un peu burlesque, grotesque. Je veux dire, même Duranda l'adore, donc voilà quoi. Et dans le niveau final et ultime, on met le Rocky Horror Picture Show. Genre là, il y a des trans, il y a des gays, c'est la folie, il y a tout ce que vous voulez. Et il y a même des hétéros. Genre c'est vraiment Halloween dans l'univers des LGBT de l'époque. Enfin, que des gens puissent être attachés à cette saga pour toutes ces raisons, qu'ils puissent s'identifier et ressentir quelque chose, je peux parfaitement le comprendre. Après, c'est pas trop ma came. Quand on parle des Sorcières d'Halloween, il faut aussi parler de 2 actrices. Il y a Debbie Reynolds, connue pour son rôle dans Chantons sous la pluie. C'est une actrice qui a une énorme carrière. C'est une amoureuse du cinéma, femme d'affaires, chanteuse, actrice, enfin bref. La dame a une carrière de fou. Et tu sens qu'elle est là pour driver les autres, hein. Et tu sens qu'elle est là un petit peu pour payer ses vacances, hein. Bah, c'est pas un film qui est taillé pour une femme comme ça. Mais bon, elle est là, elle tourne une petite semaine et après elle se casse, quoi, tranquille. C'est un peu comme dans le catch, voilà, c'est la légende, elle vient pour mettre en avant les autres et après elle s'en va. Et l'autre actrice, c'est Judith Haug. Je suis pas sûr de la prononciation. Haug. Enfin bref, actrice que vous connaissez probablement pour avoir joué April O'Neil dans la première version des Tortues Ninja au cinéma, et qui a joué dans beaucoup d'autres films et séries après ça. Et là aussi tu sens que, bon, les fins de mois sont un peu compliquées. Mais en même temps, avec autant d'acteurs amateurs et d'enfants dans le film, il fallait bien 2 actrices rodées à ce genre de tournage. Et on peut leur dire merci pour leur investissement. Et donc pour toutes ces raisons, je trouve quand même cette saga un petit peu intéressante, faut s'y pencher un petit peu, mais vraiment, faut rester concentré sur le premier et le deuxième et oublier le 3 et le 4. Et encore, faut avoir bien conscience que ce sont des petits téléfilms gentillets et mignons
et faut pas s'attendre à un grand chef-d'œuvre. Voilà ce qui conclut cette vidéo d'Halloween. Je vous annonce que le 31 octobre, le soir d'Halloween, vous aurez un épisode spécial des Chroniques d'un Poule sur un film d'Halloween que vous allez apprécier, je pense. N'hésitez pas à liker et commenter, vous vous rendez pas compte à quel point c'est important pour le développement de la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Hey Bushy Studios, I love you!